Bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute! Bienvenue sur cette nouvelle édition du podcast L'Investisseur transformé. Ici votre animateur Ruben Antoine et aujourd'hui nous continuons notre série spéciale d'épisodes sur le conseil financier. Dès maintenant, je vous invite fortement à aller écouter le premier épisode lancé en octobre sur la valeur du conseil financier en chiffres comme calculé par la firme Vanguard. Il y a aussi le deuxième épisode de la série qui est sorti il y a quelques semaines environ où nous avons voulu comprendre la valeur du conseil financier au-delà des chiffres et ce qu'un bon conseiller fait vraiment pour vous afin de vous guider dans vos affaires financières. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode de la série, nous allons clarifier les différents types de conseillers financiers et leurs divers champs d'expertise afin que cela devienne plus clair pour vous de savoir lequel choisir selon vos besoins. C'est un sujet vraiment important étant donné qu'il y a plus de 100 000 conseillers financiers au Canada. Mais tous ces conseillers-là ne sont pas créés égaux. Parmi ces professionnels, il y a divers titres, il y a aussi diverses appellations vagues pour qualifier les conseillers financiers, il y a aussi une variété de permis de pratique, d'expertise et de domaines d'activité, et les offres de services ne sont pas standards entre chaque professionnel ou entre chaque firme financière. C'est donc excessivement compliqué de se retrouver dans cet océan de conseillers financiers et les gens, la population, le public, on a tendance à mettre tous les conseillers financiers dans le même panier. Donc, pour clarifier le tout, nous avons comme invité aujourd'hui Julien Brault, un ancien journaliste économique pour le journal Les Affaires et il agit en ce moment à titre de président-directeur général de Howard Bacon. Howard Bacon, c'est une plateforme en ligne comprenant une multitude d'informations et d'outils pour aider les Canadiens à prendre de meilleures décisions en matière de leurs finances personnelles et leur investissement. Julien va nous aider à comprendre les différentes catégories de conseillers financiers, notamment en ce qui concerne leur accréditation, leur qualification et leur expérience. Tout cela, c'est pour vous fournir beaucoup d'outils afin de vous permettre de choisir le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère pour vous, pour vos besoins et pour votre famille. Merci et bonne écoute. Bonjour Julien, heureux de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Heureux d'être là. Écoute Julien, on va commencer par faire connaissance. Peux-tu nous parler un peu de toi, de ton parcours et ce que tu fais présentement? Oui, ça fait plaisir. Mon nom, c'est Julien Brault, je suis PDG d'Howard Bacon. Mon parcours est un peu atypique. Donc, je suis un ancien journaliste économique et j'ai fondé Howard Bacon parce que je couvrais surtout ce qui est la technologie, donc autant les compagnies publiques que les compagnies privées. Et j'avais souvent des questions de lecteurs qui investissaient en bourse par eux-mêmes. Et moi, ce que j'avais identifié initialement quand j'ai fondé Howard Bacon, c'était le fait que les petits investisseurs n'avaient pas de terminal Bloomberg comme moi j'avais quand j'étais journaliste au Journal des Affaires et souvent avaient des connaissances limitées. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait faire un logiciel qui aide monsieur, madame, tout le monde à investir mieux en bourse? Finalement, c'était un vrai problème parce que je pense que les gens investissent mal en bourse par eux-mêmes. Par contre, la solution initiale qui était un logiciel d'analyse de portefeuille pour monsieur, madame, tout le monde n'était pas quelque chose que, justement, monsieur, madame, tout le monde cherchait. Et Howard Bacon, au fil du temps, a évolué pour devenir, en fait, une application de finances personnelles puis un site de finances personnelles qui inclut autant une application de budget, des calculatrices financières, des guides, des articles sur les finances personnelles pour aider les gens à prendre les meilleures décisions financières, donc pas forcément des décisions d'investissement, même si ça fait partie, mais aujourd'hui, on parle autant de cas de crédit que d'hypothèque, que de cartes de crédit. Je pourrais continuer longtemps à énumérer des sujets liés aux finances personnelles, mais en fait, tout ce qui est une décision financière qui a un impact financier, on essaie d'aider les gens et c'est ce qui est devenu Howard Bacon aujourd'hui. Tu as un parcours vraiment atypique et intéressant, là, passer de journaliste à entrepreneur, mais moi, étant donné que je consulte quand même de temps en temps et à des moments souvent le site de Howard Bacon, je dois le dire pour ceux qui ne le connaissent pas que c'est une mine d'informations vraiment formidable parce que, on va se le dire, sur Internet, il y a beaucoup d'informations, sur YouTube aussi, mais des fois, les gens peuvent se sentir, il y a tellement, dans le fond, il y en a trop, on peut se sentir un peu perdu là-dessus. Le fait que
Art Bacon est comme concentre tout ça de façon très claire. Et tous les comparateurs que vous avez, là, c'est des outils tellement formidables pour les gens. Là. C'est vraiment une belle solution que toi et ton équipe vous fournissez au public. Merci beaucoup, Ruben. Il y a beaucoup d'informations par rapport aux finances personnelles sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de confusion que les gens se retrouvent quand ils essaient de comprendre avec qui faire affaire, s'ils veulent se faire accompagner au niveau des finances personnelles. Donc, il y a le fameux titre conseiller financier. Là, on entend les gens dire des fois « je travaille » ou « je cherche un conseiller financier ». C'est un titre qui est quand même très utilisé par les professionnels en finance et la population en général, sûrement parce que c'est un terme quand même accepté et familier. Mais laisse-moi te demander, Julien, qu'est-ce qu'un conseiller financier? Est-ce que c'est un titre qui existe vraiment en réalité? Non, en fait, conseiller financier, c'est utilisé, mais chaque personne peut avoir une différente conception de c'est quoi un conseiller financier et c'est pas réglementé. D'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, qui est je dis ça pour l'audience, pas pour toi, là, qui est le régulateur au Québec là, pour tout ce qui est valeurs mobilières, invite les gens qui sont inscrits à utiliser leur titre d'inscription. Puis là, quand je dis titre d'inscription, ça serait, ça pourrait être gestionnaire de portefeuille, ça peut être représentant en épargne collective. Donc, il existe toute une gamme de titres qui veulent dire quelque chose, qui disent, voici tel type de ce professionnel-là, il a fait tel type d'études, il a fait tel type de certification. Donc, conseiller financier ne veut pas dire grand-chose, même qu'il y a des gens qui qualifient leur comptable de conseiller financier, alors que la personne... Mais oui, un comptable va donner... dans le langage populaire, au sens de la loi, il ne donne aucun conseil financier, mais si le comptable dit « Hey, garde l'argent pour payer tes impôts à la fin de l'année », dans le langage populaire, c'est un conseil financier, c'est un conseil lié aux finances. Le problème, c'est que la loi dit un conseil financier veut dire qu'il est un conseil qui est lié à un geste, lié à des valeurs mobilières. Donc, je pense que les gens, les professionnels comme toi, comprennent très bien c'est quoi. Quand un avocat ou qu'un communiqué parle de conseil financier, le problème, c'est que ça a une définition complètement différente dans la loi versus dans le langage commun. C'est ça, ouais. Le langage commun. Mais c'est là la confusion, hein, parce que quand on regarde les titres affichés sur des cartes professionnelles de gens qui travaillent en finance, des fois, c'est leur poste. Si on pense, par exemple, les gens qui travaillent dans les banques, par exemple, des fois, on voit conseiller en finances personnelles, conseiller en services bancaires, banquier privé. Donc ça, comme tu viens de le dire, ce ne sont pas des titres réglementés, c'est des titres maison. Aussi, on voit les gens qui lancent une expertise autoproclamée. On voit ça, par exemple, sur les médias sociaux, coach financier, ou pas juste sur les médias sociaux, la consultant financier, les influenceurs boursiers qu'on peut voir sur Instagram et TikTok. Donc, pour les gens, c'est très normal qu'ils peuvent être complètement mélangés là-dessus. Là, ça, c'est quand même beaucoup de confusion. Donc, c'est un peu le but de ce podcast-là qu'on fait ensemble, c'est d'essayer de départager tout ça et d'aider les gens. Mais laisse-moi te demander justement, quand on voit les affaires comme conseiller en services bancaires ou consultant, coach financier, c'est la même situation. On s'entend, c'est pas réglementé, ces titres-là. Non, ils ne sont pas réglementés. Je dirais qu'il y a quand même une distinction parce qu'aussitôt qu'on utilise le mot conseil financier dans une même phrase, le régulateur n'aime pas que les gens prétendent donner des conseils financiers s'ils n'ont pas le droit en fonction de la loi. Donc, si j'ai un influenceur qui n'est pas inscrit à l'AMF, qui est au Québec et qui dit qu'il est conseiller financier, là, c'est potentiellement, c'est soit quelqu'un vraiment ignorant qui connaît pas la loi. C'est ça, quelqu'un qui connaît pas les lois ou carrément un fraudeur. Puis, ouais. Donc, pour moi, s'il y a quelqu'un qui est pas inscrit puis qui dit qu'il est conseiller financier, c'est vraiment, grosse lumière rouge, faites très attention. Tandis que si quelqu'un se qualifie de coach financier, le coaching n'est pas quelque chose de réglementé. Donc, ça veut dire, ça veut rien dire, un coach financier, mais au moins, ça veut dire que la personne ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Donc, il y a quand même si ce sont toutes des choses qui sont... Ce ne sont pas des titres qui existent, conseiller financier, coach financier, mais je dirais, j'ai plus confiance dans le sens, pour quelqu'un qui n'est pas inscrit, s'il dit qu'il est coach financier, ça me montre au moins qu'il comprend qu'il n'a pas le droit de prétendre offrir du conseil. Bon, là, on vient de s'entendre, là, le titre conseiller financier couramment utilisé n'est pas reconnu par le régulateur, mais je tiens à le dire que vu que c'est une appellation quand même générique, très utilisée, qu'on veut qualifier quelqu'un qui intervient dans les finances personnelles, pour fin de simplicité, dans notre conversation aujourd'hui, je le dis aux auditeurs, on va faire beaucoup référence au conseiller financier juste pour la discussion que je vais avoir avec Julien. Mais on va quand même départager les différents titres réglementés juste pour que vous, les auditeurs et auditrices, vous pouvez savoir à qui pensez faire appel selon vos besoins.
Donc, Julien, dans un article qui est paru en mai 2023 sur le blog de ton site, Hard Bacon, vous avez listé les principaux types de titres réglementés. Donc, ceux qui existent vraiment, là, dont il faut détenir un permis de la part du régulateur pour exercer la profession. Les autorités réglementaires, ils s'assurent quand même d'encadrer plusieurs secteurs de la profession de l'industrie financière pour protéger le public. Mais malheureusement, comme on l'a dit plus tôt, il y en a qui ne sont pas réglementés. Puis ceux qui sont réglementés, ils viennent souvent avec des mots non couramment utilisés qui sèment aussi de la confusion chez les gens. Donc, l'article de ton blog a pu aider les gens à un peu comprendre à quoi fait référence chaque titre parce que ça utilise des termes du langage commun. Et je pense que ça aide les gens à différencier le ton. On va couvrir ça aujourd'hui. Je vais commencer avec le titre réglementé qu'on appelle le conseiller en sécurité financière. Vous, dans votre article, vous l'avez appelé le vendeur d'assurance afin que les gens puissent vraiment comprendre de quoi il s'agit. Donc, pourquoi et que fait le conseiller en sécurité financière, Julien? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que tout le monde, dans l'imaginaire populaire, c'est le cousin fatigant qui dit « Hey, qu'est-ce qui arriverait si tu mourrais demain? » Forcément, j'utilise le mot conseiller financier, mais les gens qui ont des titres d'inscription qui vendent des produits financiers ont une grosse partie de leur travail, c'est de faire des ventes parce qu'ils sont en général rémunérés à la commission, mais ont quand même un devoir de déontologie en raison de leur titre d'inscription. Donc, un conseiller en sécurité financière, oui, va vendre principalement, on va dire, des produits d'assurance. Tu sais, quand on dit vendeur d'assurance, on pense seulement des polices d'assurance. Ils ont quand même le droit de vendre des produits de placement qui sont des produits d'assurance, si on pense aux fonds ségrégés. Donc, ils peuvent vendre des fonds distincts. Donc, c'est ça qui peut créer une confusion parce que souvent, ces gens-là veulent aller faire des ventes et là, vont dire, oui, moi, je peux t'aider avec tout. Et ils sont limités quand même s'ils ont un seul titre. Et il y en a qui ont les deux titres. Donc, c'est pour ça que c'est important que la population connaisse les titres. Si quelqu'un, justement, m'approche, me dit, je suis un conseiller financier, moi, je lui réponds, t'es un conseiller financier, c'est quoi ton titre d'inscription? Et là, il va dire... Ou tes titres. Ton ou tes titres, effectivement. Donc, si la personne me dit, OK, je suis représentant en sécurité financière et qu'il n'y a pas de licence de représentant d'épargne collective ou de conseiller en placement, ça veut dire que, en termes de placement, cette personne-là est très, très limitée à un produit qui, pour un jeune comme moi, je ne suis pas si jeune que ça, mais je ne suis pas si vieux non plus. Pour moi, ce n'est pas très intéressant, un fonds distinct. Et le problème, c'est que la personne ne peut pas te vendre d'autres produits. Donc, moi, déjà, de faire affaire à quelqu'un qui a ce seul titre-là, qu'on appelle dans le langage populaire vendeur d'assurance, pour faire des placements, j'ai un point d'interrogation. J'irais voir peut-être d'autres alternatives avant de faire un placement avec cette personne-là. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils sont limités dans ce qu'ils peuvent vendre. C'est un très bon point. Et puis, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, le conseiller en sécurité financière, là, je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Il faut comprendre son expertise première, c'est l'assurance, qui est très important. Hein? C'est très important, dépendant de nos besoins, c'est sûr, de gérer le risque personnel et de protéger le patrimoine financier, de protéger aussi les gens qui dépendent de nous. Mais c'est ça, leur proposition est limitée au côté de placement. Mais tu as mentionné tantôt le représentant en épargne collective. Donc ça, c'est un autre titre, c'est un deuxième titre différent. Dans votre article que j'ai fait référence plus tôt, vous le qualifiez pour que les gens puissent comprendre, vendeur de fonds communs. Donc, parlons-en, que fait généralement ce type de conseiller, le représentant en épargne collective? Ça, c'est une mauvaise traduction encore, mais il y a beaucoup de gens qui appellent ça au Québec des fonds mutuels, là, qui est une traduction littérale, mais le vrai terme, c'est fonds communs, placement. Essentiellement, ce sont des conseillers qui peuvent vendre à peu près tout ce qui est fonds. La réglementation, tu me corrigeras, Ruben, si je me trompe, mais la réglementation leur permet techniquement de vendre des fonds négociés en bourse, mais la structure de vente n'est pas là, donc ils n'en proposent pas en général. Oui, c'est plus récent. Avant, ils ne pouvaient pas vendre tout ce qui est coté en bourse, donc les fonds négociés en bourse. Puis, il y a eu des changements pour permettre une certaine flexibilité. Mais malheureusement, ce n'est pas encore courant. Hein? Ce n'est pas comme si tous les représentants en épargne collective, ils vont de l'avant. Le problème, c'est que c'est leur rémunération, encore une fois, est la commission. Donc, c'est des produits avec des frais de gestion qui sont très faibles, donc il n'y a pas de commission pour eux. En général, c'est vraiment des fonds communs de placement qui vendent. Ça peut être autant des fonds obligataires, donc on peut investir. Ça peut être des fonds de croissance, actions américaines. Il y a toutes sortes il y a énormément de fonds communs. Il y a gestion active, gestion passive. Donc, c'est ça, c'est des gens qui vont aider au niveau des placements. Beaucoup de représentants de l'épargne collective ont aussi une licence de représentants en sécurité financière, donc ils vont pouvoir aussi proposer des produits d'assurance. Tu as expliqué en fait la situation que des fois les gens ont le titre de conseiller en sécurité financière et de représentant en épargne collective parce que comme on a dit plus tôt, juste pour vraiment aider les gens à pouvoir choisir selon leurs besoins,
Le conseiller en sécurité financière propose des assurances et peut proposer certains fonds d'investissement très limités qu'on appelle les fonds distincts. Donc, si on veut avoir accès à plus de choix de fonds et moins de limites, là, il faut penser aux représentants en épargne collective qui a accès à toute une gamme de fonds mutuels. Tu as donné bien d'exemples. Il y a même des fonds en immobilier et toutes différentes stratégies. Mais c'est juste des fonds mutuels. Donc, c'est là qu'on bâtit sur les différents champs d'activité. Si on veut avoir plus de choix dans les façons d'investir, donc plus de types de véhicules d'investissement, donc des fonds négociés en bourse et directement à la bourse à travers des actions ou des obligations, le représentant en épargne collective pourrait limiter ou moins inciter à proposer, quand c'est le cas des fonds négociés en bourse, à cause d'une mode de rémunération. Donc là, il faut penser à un autre type de conseiller par rapport aux investissements, qui est le conseiller en placement. Donc, parlons-en du conseiller en placement. On peut l'appeler conseiller en placement, on peut l'appeler courtier en placement, représentant courtier en placement. Il y a différents termes, mais en général, c'est quoi la particularité? Le conseiller en placement, en fait, il est facile à définir parce que tout le monde écoute des films. Tu sais, on a vu, les plus vieux ont vu Wall Street, les plus jeunes ont vu Wolf of Wall Street. C'est sûr que là, c'est des exemples de gens qui ne sont pas forcément éthiques, mais l'idée, un conseiller en placement travaille pour un courtier et un courtier va faire des transactions sur des actions individuelles. Ensuite, ils peuvent même, ça prend quand même un permis spécial pour faire des options, mais ils ont vraiment un champ d'action assez large au niveau de ce qu'ils peuvent faire. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi, beaucoup des gens, les plus vieux vont les appeler « Ah, c'est mon broker, mon courtier. » Ouais. À ne pas confondre avec un courtier immobilier. Techniquement, c'est ça, ils travaillent. Le courtier, c'est l'institution financière qui est réglementée sur le plan fédéral, qui a le droit de transiger là, directement en bourse. Donc, ces gens-là peuvent offrir des fonds communs de placement, mais en général, vont plus offrir des titres individuels ou des FNB. Et de plus en plus, traditionnellement, puis c'est pour ça, quand l'éducation financière vient des films, on a l'impression que quand on choisit un conseiller en placement, c'est le gars qui est super intelligent, puis qui réfléchit, puis qui se dit « Ah, je sais que c'est l'or qui va monter, qui va prendre ces décisions-là. » Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils n'ont pas le droit de prendre des décisions sans consulter le client, donc c'est pour ça qu'on les appelle des conseillers. Mais de plus en plus, alors que si on était dans les années 60, effectivement, ces gens-là allaient vraiment dire aux clients « Hey, moi, j'ai l'impression qu'on devrait investir dans ceci, dans cela. » Ce type de courtier, j'utilise le vieux mot, mais ce type de conseiller en placement-là existe de moins en moins. Et je pense que c'est sain parce que il faut savoir aussi qu'il n'y a pas vraiment de grandes exigences en termes de diplôme pour devenir conseiller en placement. Je pense qu'il faut avoir un secondaire 5 au minimum. Je pense qu'il y a plein de conseillers en placement qui ont des études avancées, mais il n'y a pas vraiment de grandes exigences. Donc, c'est logique que est-ce que ces gens-là sont capables de compétitionner avec Warren Buffett? En général, non, puis la plupart vont pas prétendre que ce sont des génies puis qu'ils sont capables de prévoir quel secteur de l'économie va mieux faire dans le futur. Il y a d'autres professionnels qui servent à ça et ils vont aider justement à diriger le client vers les meilleurs produits ou les meilleures stratégies développées par leur institution. Tu as touché à la formation, j'aimerais qu'on en parle. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé de 3 titres, le conseiller en sécurité financière, le représentant en épargne collective et le courtier ou conseiller en placement. Qu'est-ce que ça prend pour devenir conseiller en sécurité financière si on commence avec ça? Est-ce qu'une formation universitaire est nécessaire? À ma connaissance, non. Je pense qu'il y a des examens à faire, puis ça se fait assez rapidement. Donc, tout. Et c'est pour ça qu'il existe toutes sortes de. Tu sais, il y a des conseillers en placement, tu sais, qui vont avoir, une maîtrise en finance, mais c'est pas une exigence, que ce soit pour représentant en épargne collective, représentant en sécurité financière ou même conseiller en placement. Les exigences sont pas très grandes. Et en plus, il existe toutes sortes de firmes. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais au Journal des Affaires, il y avait un programme où ils remboursaient les cours comme le Canadian Security Course, qui est le cours préalable pour faire son stage chez un courtier en valeur mobilière pour avoir sa licence de conseiller en placement. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. J'ai réussi à le passer, j'ai étudié quand même. Il y avait 2 gros livres là, à prendre. C'est beaucoup de réglementation, pas beaucoup de mathématiques. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus de mathématiques que ça. Ça prend quand même des bases en mathématiques. Et j'ai réussi à passer les examens facilement et je me suis dit, si c'est la seule formation, puis ils ont quand même un stage, puis il y a d'autres, il y a un autre examen là, que j'ai pas fait, mais je me suis dit, je me sentais pas prêt après ça à dire, je vais aller gérer beaucoup d'argent. Je me sentais plus formé, je comprenais mieux le système boursier et la réglementation, mais c'est pas une grande exigence. Donc, ensuite,
oui, il y a une belle réglementation. Les gens qui travaillent pour des firmes réglementées par l'OCR-CVM, ils ne peuvent pas partir à courir avec votre argent. C'est important de vérifier que, justement, les gens sont inscrits. Vous pouvez aller sur le répertoire de l'AMF pour voir si la personne est inscrite. Je pense que tout le monde devrait faire ça avant de faire affaire avec un conseiller. Mais en termes d'expertise, la réglementation n'est pas, en tout cas pour tous les titres qu'on a nommés, qui sont la plupart de ce qu'on appelle les conseillers financiers, ça ne garantit pas grand-chose. Je pense qu'on a touché à un bon point. En gros, juste pour que les gens comprennent, conseiller en sécurité financière, ça demande d'assister à un programme spécialisé de qualification ou un diplôme d'études collégiales ou une attestation d'études collégiales en assurance de personnes. Et puis, il faut réussir environ 5 examens et puis après, satisfaire un stage d'heure de travail. Ça, c'est pour les gens en assurance. Le représentant en épargne collective, ça exige aucune scolarité minimum, donc pas obligé d'avoir une attestation ou un diplôme d'études collégiales, mais il faut réussir un examen sur les fonds d'investissement canadiens ou celui, comme tu as dit plus tôt, sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Pour le troisième titre qu'on a couvert jusqu'à maintenant, le courtier en placement, lui, il faut au moins réussir un cours sur le commerce de valeurs mobilières au Canada et un cours de normes de conduite, puis à quelques mois de travail chez un employeur approuvé. Donc, je pense que tu l'as dit plus tôt, ça n'exige pas un diplôme universitaire ou même collégial. Donc, on voit bien qu'il y a différentes normes par rapport aux exigences. Parlons maintenant des titres et permis qui nécessitent une formation plus poussée. Puis, je veux juste m'arrêter là avant qu'on parle de ça. Julien, on mentionne un peu notre façon de voir par rapport à tout ce qui est formation. Mais je tiens à dire qu'un conseiller peut être très bon et compétent même s'il a un permis qui ne nécessite pas des exigences qui nécessitent en faire des exigences de formation moins élevées. Notre intention à moi et Julien, c'est pas d'insinuer qu'un conseiller en sécurité financière, en épargne collective ou en placement ne pourrait pas constituer un conseiller approprié, là. Mais je pense que c'est quand même important de faire la distinction entre les permis dont les barrières à l'entrée sont basses et les permis de travail qui exigent une formation beaucoup plus avancée. Donc, les titres qui ont des exigences plus élevées en termes de formation et d'acquisition de connaissances, il y a le planificateur financier et le permis de gestion de portefeuille. Julien, on va commencer avec le planificateur financier qui est quand même un titre assez connu. Qu'est-ce qu'il peut faire, avant de parler de formation, là, qu'est-ce qu'il fait le planificateur financier pour son client généralement? Écoute, je me souviens qu'il y a 7 champs d'activité que l'IQPF dit qui est le champ de compétences du planificateur financier. Je ne sais pas si je me souviens des 7 par cœur, mais ça va autant de l'assurance, de la succession, la fiscalité, l'investissement. Donc, c'est très large. Et je dirais qu'il faut quand même faire attention avec le titre planificateur financier parce que ce n'est qu'au Québec que ça a vraiment une signification. C'est vrai. Parce qu'au Québec, il faut être membre de l'ordre de l'IQPF, donc l'Institut de la planification financière, et ça prend un diplôme universitaire et une formation, donc un certain nombre de crédits universitaires vraiment en planification financière. Et ça, c'est pas une exigence qui existe. Donc, si on va au Canada anglais, on va en Ontario, aux États-Unis, il existe des associations professionnelles qui ont un certain... Mais les exigences, en général, sont moins élevées, pour être honnête. Il y a pas forcément... On n'est pas obligé d'être inscrit. Donc, c'est pas un titre où, si tu dis que tu es planificateur financier, tu es forcément membre d'un ordre. Donc, à faire attention, oui, au Québec, allez vérifier. Vous pouvez vérifier si la personne est inscrite sur le site de l'IQPF. Par contre, être inscrit à l'ordre de l'IQPF, l'ordre des planificateurs financiers, ne permet pas de vendre aucun produit. Donc, il existe peut-être quelques-uns, j'en connais 2 en tout cas, qui vont juste être des planificateurs qui vont faire des plans financiers, mais ne vont même pas dire dans quoi investir. Ils vont dire, ben ça, j'ai pas le droit de faire le conseil, même s'ils ont probablement l'expertise, et ils vont pas vendre de produits. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle et ça va coûter cher. Donc, un plan financier va coûter en général à peu près 5 000 $. Donc, le planificateur financier, c'est un généraliste qui intervient, comme tu l'as dit, placement, assurance, retraite, fiscale, successorale. Mais quand ils ont besoin de faire appel à un spécialiste, ils peuvent travailler avec d'autres personnes. Parce que, comme tu l'as dit, placement, ils ne peuvent pas le proposer à moins d'avoir un autre permis. Nous, dans notre firme, justement, on est une firme de gestion de portefeuille et puis on a des planificateurs financiers aussi pour qu'on puisse travailler ensemble par rapport à ce qu'on est permis de faire. Mais parlons justement des gestionnaires de portefeuille, qui est un autre permis qui exige une formation un peu plus élevée. Que fait le gestionnaire de portefeuille? Ben, ultimement, je pense que c'est une confusion dans l'esprit du public. Comme on a vu des films comme Wall Street, puis on a l'impression que c'est les conseillers en placement qui décident dans quoi investir. Ben, ultimement, ce sont les investisseurs professionnels, des gens qui ont étudié
qui ont des notions de mathématiques assez avancées pour être capable de voir, d'évaluer le risque d'un portefeuille, d'être capable justement d'observer les tendances. Donc, ça peut, il y a toutes les approches, il y a toutes les philosophies parmi un gestionnaire de portefeuille, mais essentiellement, ce sont des professionnels qui vont décider dans quoi investir pour maximiser le rendement et minimiser le risque. C'est essentiellement ça, l'investissement. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est la gestion du risque. Donc, moi, je vois un gestionnaire de portefeuille puis un actuaire, c'est pas la même formation, mais ils sont les deux dans la gestion du risque. Donc, c'est essentiellement ça. Ensuite, il y a différents chemins pour avoir son titre d'être inscrit comme gestionnaire de portefeuille. Un, c'est le CFA. Ruben, je pense que tu es CFA, toi? Oui, moi, je suis CFA, oui. Et c'est quand même, ça prend un diplôme universitaire pour tenter l'examen. Deux, je pense que c'est 3 examens et il y a quand même un niveau de difficulté. Les gens même vont dire, moi, je suis CFA candidate level 1, 2, 3. Oui. Ces gens-là ne sont pas CFA, ils sont des gens qui sont dans le processus pour le devenir. Une des choses qui me dit que c'est pas si facile que ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont passé le premier examen puis qui sont CFA level 1 ou CFA, un candidat au CFA niveau 1. Et beaucoup de gens vont échouer le deuxième et le troisième examen. Même des professionnels, des gens qui sont, mettons, conseillers en placement, parce que c'est quand même un titre prestigieux là, d'être CFA. Et CFA ne permet pas d'être gestionnaire de portefeuille, mais c'est la première étape. Là. C'est une certification qui facilite l'inscription. Ben, c'est ça, je connais des conseillers en placement qui ont échoué plusieurs fois le deuxième ou le troisième examen. Et je vois ça comme une bonne chose. C'est un examen qui est très difficile. Et justement, quand tu dis que c'est la personne qui décide dans quoi investir, puis que s'il se trompe, on peut faire une perte financière importante, mais je trouve ça logique que ça soit un peu comme c'est pas n'importe qui va être accepté en médecine, mais c'est pas n'importe qui est capable de porter les lettres CFA après son nom. Le CFA n'est pas le seul moyen de devenir gestionnaire de portefeuille. Je pense que tu connais mieux les chemins. Tu as le titre CIM qui débouche et c'est plus, je pense que ma compréhension, c'est que c'est un autre parcours de formation, mais ça reste complexe quand même. Oui, exactement. Donc, pour obtenir le permis de gestion de portefeuille de l'Autorité des marchés financiers, il y a 2 chemins. Il y a le CFA que tu as expliqué tantôt ou d'aller faire un autre titre qui est le CIM. En français, on peut traduire gestionnaire de placement agréé. C'est sûr que le CIM, c'est pour Chartered Investment Manager, donc gestionnaire de placement agréé. C'est sûr que vu que c'est moins exigeant en termes d'examen et de formation que le CFA, si quelqu'un veut devenir gestionnaire de portefeuille à travers le CIM, il doit faire 4 ans d'expérience après avoir obtenu le CIM de travail en gestion de portefeuille, tandis que si on a le CFA, ça demande juste 1 an d'expérience en gestion de placement après le CFA pour avoir le permis de gestion de portefeuille. Donc, au moins, on se dit, OK, un examen moins exigeant, mais fait plus d'expérience de travail, donc ça s'équivaut un peu. Mais on peut voir à quel point c'est beaucoup plus... les normes de formation sont beaucoup plus élevées comparativement à d'autres titres pour pouvoir être dans le domaine des placements qu'on a mentionné plus tôt, le courtier en épargne collective et le conseiller en placement. Mais c'est un peu logique, parce que quand vous pensez à ça, le courtier en épargne collective, on l'a dit plus tôt, peut juste proposer des fonds mutuels. C'est tout, généralement. Le deuxième, qui a un peu plus d'offres étendues, c'est le conseiller en placement. Ils peuvent proposer des fonds mutuels, des actions, mais la nuance, c'est qu'il doit obtenir l'autorisation de son client chaque fois qu'il achète quelque chose et chaque fois qu'il vend. Donc, même s'il peut acheter des actions, il doit dire « Je m'en vais acheter 200 actions d'Apple, est-ce que tu es d'accord ?» La nuance avec le gestionnaire de portefeuille, c'est que le gestionnaire de portefeuille, il y a encore plus une carte blanche, étant donné que, justement, on lui demande plus d'exigences au niveau de formation, c'est parce qu'il y a plus de responsabilités. Il peut gérer un portefeuille sans demander l'autorisation du client. Ce que je veux dire par là, et puis c'est ça que moi je fais, j'ai le titre de gestion de portefeuille. Au début, en m'assoyant avec le client, on détermine ensemble la stratégie générale d'investissement, la philosophie de placement. On met les paramètres du cadre que moi, gestionnaire de portefeuille, je ne peux pas dépasser. Donc, le client, il est d'accord avec la méthode d'investissement, mais après, dans chaque jour, chaque mois, si je veux faire des changements dans le portefeuille à l'intérieur du cadre, je n'ai pas besoin d'appeler le client. Le client me laisse la discrétion et c'est pour ça que les gestionnaires de portefeuille, on dit souvent qu'ils ont une relation discrétionnaire. Ils ne sont pas obligés d'avoir l'autorisation. Ceci étant dit, c'est le titre le plus strict au niveau de la régulation aussi, dans le sens que le gestionnaire de portefeuille
est obligé, on appelle ça une responsabilité fiduciaire là, dans les termes légaux. Ils ont une responsabilité légale. Ils sont obligés d'agir dans le meilleur intérêt du client. Donc, il ne peut pas faire des transactions dans le portefeuille qui ne pourraient pas être dans le meilleur intérêt du client, par exemple, pour générer des frais pour lui-même. Et le gestionnaire de portefeuille, dans la régulation au Canada et au Québec, n'a pas le droit de recevoir de commission. Il est obligé de se faire payer juste par le client. Donc, tous ces normes-là, ça, c'est très les normes et la conformité, mais ça fait que c'est une des raisons pourquoi aussi ça demande beaucoup plus de formation pour le gestionnaire de portefeuille. Si je fais un parallèle avec le planificateur financier, une des raisons pourquoi le planificateur financier demande beaucoup plus de formation que les 3 titres qu'on a mentionnés précédemment, c'est à cause que le planificateur financier, lui, intervient dans beaucoup plus de domaines. Tu l'as dit plus tôt, les 7 champs. Il peut parler d'assurance, de planification successorale, de mettre en place une compagnie, tandis qu'un représentant d'épargne collective, c'est juste les fonds et un conseiller en sécurité financière, c'est juste les assurances, plus ou moins. Donc, c'est la logique en arrière pourquoi les régulateurs, pour certains titres, ils déterminent que c'est assez d'avoir une formation un peu moins poussée parce qu'ils leur disent vous devez focuser sur juste un secteur d'activité, mais dès qu'un titre peut toucher à plus de choses ou à une plus grande responsabilité, ils exigent normalement pour protéger le public une plus grande formation. Effectivement. Puis l'autre chose, là, je sais pas où travaillent la plupart je serais curieux de le savoir, mais essentiellement, c'est un gestionnaire de portefeuille. Oui, il y en a qui agissent à titre de conseil puis qui vont avoir une relation client, mais il y a aussi des gestionnaires de portefeuille qui vont travailler pour gérer des portefeuilles institutionnels ou vont travailler à faire des portefeuilles pour des clients, mais ne vont jamais parler aux clients parce que ça va être des conseillers en placement, par exemple, qui vont aller les représenter. Donc, pour moi, oui, il y a des gestionnaires de portefeuille qui sont des conseillers financiers, entre guillemets, mais il y en a beaucoup aussi qui sont juste des investisseurs professionnels et ne font pas de conseil, ils font de la gestion. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est là qu'il faut faire attention. Là, on a fait un peu un tour des principaux titres. Là, il y en a d'autres. Mais il faut faire attention à un facteur important qu'on veut travailler avec le gestionnaire de portefeuille parce que à la fin, c'est important de comprendre leur approche de service parce que certains, comme tu dis si bien, s'occupent juste des investissements et ils ne veulent pas savoir est-ce que vous allez bien vous rendre à la retraite? Est-ce que vous avez mis vos testaments en place? Donc, un client doit connaître ses besoins. Si un client veut avoir une bonne planification de retraite, un conseil fiscal, un plan successoral, et ils vont voir un gestionnaire de portefeuille qui offre juste la gestion de placement, bien, il y aura un manquement. Si quelqu'un considère travailler avec une firme de gestion de portefeuille, moi, je dis il faut regarder, il faut poser des questions, il faut regarder est-ce qu'il y a une équipe multidisciplinaire, est-ce que vous offrez plusieurs services holistiques en finances personnelles, est-ce qu'il y a une expertise variée, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'angle mort dans certains aspects de votre vie financière. Ça, c'est ce qu'il faut faire le plus attention avec les gestionnaires de portefeuille. Mais pour revenir aussi, là, moi, le but, c'est d'outiller les gens. Les planificateurs financiers aussi, il y a quelque chose à faire attention parce que eux, ils voient beaucoup plus de champs dans la définition de leur expertise par rapport aux finances personnelles. Mais 65% à 70% des planificateurs financiers sont employés par des banques et des institutions financières. Donc, même si, dans leur formation, ils peuvent regarder tous les aspects de votre vie financière, il y en a qui, malheureusement, pas malheureusement, mais juste par la nature de ce qu'ils font et de l'employeur, ils deviennent des vendeurs de produits financiers et bancaires. Et là, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais disons-le, si un professionnel travaille dans une banque où il y a des quotas ou des cibles à atteindre en termes de vente, il peut avoir une certaine pression douce ou forte de l'employeur de faire des ventes pour pouvoir avoir une certaine prime ou un bonus de performance. Puis ça peut se traduire par des situations de conflit d'intérêts. Donc, il faut que les gens fassent attention avec ça. Puis, des fois, la solution à ça, c'est oui, de poser beaucoup de questions, que ce soit un planificateur financier ou un gestionnaire de portefeuille, ou d'aller voir quelqu'un qui est indépendant. Mais déjà là aussi, dans les indépendants, il y a des nuances. C'est quoi tu peux nous dire sur tout le monde du conseil financier indépendant, Julien? Au Canada, ce que je dirais, c'est que ça existe plus ou moins. Tout le monde a sa définition de c'est quoi un indépendant. Aux États-Unis, il existe un titre qui est le Independent Registered Advisor, qui essentiellement sont réglementés par le régulateur américain, la SEC, et sont littéralement indépendants, ne sont pas attachés à aucune firme, donc vont être capables de conseiller n'importe quel produit là, qui existe, qui peuvent représenter. Donc ça, pour moi, c'est des gens qui sont indépendants. Au Canada, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire, à part les gestionnaires de portefeuille qui, eux, il faut qu'ils fondent leur propre firme de gestion de portefeuille. C'est quand même complexe, mais il existe des gestionnaires de portefeuille qui peuvent travailler seuls ou avec une toute petite équipe et être littéralement indépendants. Donc, ils ne sont pas attachés à aucune firme qui font, que ce soit du courtage ou des produits financiers eux-mêmes.
Donc ça existe. Il existe, on pourrait dire, des gestionnaires de portefeuille indépendants. Par contre, des autres titres qu'on a vus de conseillers financiers, donc conseillers en placement, représentants d'épargne collective, sont toujours rattachés à une firme de courtage et souvent, ces firmes-là aussi font des produits en même temps. Donc, d'où le fait que, tu sais, si on travaille pour Desjardins, mais Desjardins a ses familles de fonds. Je parle de Desjardins, mais tout le monde le fait. Donc, toutes les institutions financières ont leurs propres intérêts et effectivement, souvent, ils utilisent le fait qu'ils ont un réseau de distribution et des produits pour dire, hey, vous n'êtes pas obligé de juste vendre ça, mais on va vous donner un bonus si vous en vendez parce que, on est tous de la même famille. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas vraiment de purs indépendants. Et même si c'est une firme, un courtier en épargne collective là, indépendant, des fois, ils peuvent avoir des ententes ou souvent même des investissements de la part d'une compagnie d'assurance ou d'un manufacturier de fonds qui vont faire en sorte qu'ils ont quand même des incitatifs. Souvent, j'ai vu des gens qui, justement, étaient à 100% en commission pour des firmes indépendantes et ils vont dire, moi, je suis indépendant, mais moi, je poserais la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous êtes indépendant? Parce que j'ai vu aussi des gens qui travaillaient pour des firmes qui avaient aussi une famille de fonds et qui disaient qu'ils étaient indépendants. Ultimement, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, ça serait mon message. J'aime vraiment la nuance que tu apportes parce que indépendance, ça se fait à différents niveaux. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a d'abord l'indépendance plus large, voulant dire, je ne travaille pas pour une banque. Je travaille pour une firme qui n'est pas détenue par une banque, qui n'est pas détenue par une grande compagnie d'assurance ou une grande compagnie de fonds mutuels. OK, ça c'est un premier niveau d'indépendant. Mais est-ce que c'est assez? L'autre niveau d'indépendance, c'est est-ce que tu travailles pour une firme indépendante d'une banque, d'une grande institution financière, mais tu offres des produits que ta firme, on va dire que la firme s'appelle ABC Investissement. Est-ce que tu offres des fonds que ABC a construits à l'interne, des fonds maison? Donc là, tu es peut-être un peu indépendant par rapport à ne pas être affilié à une autre banque, mais tu offres tes propres produits. Donc, est-ce que tu vas vraiment offrir un meilleur produit que ta firme n'a pas construit? Là, on peut voir qu'il n'y a peut-être pas une indépendance dans l'offre de produits. Donc, ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est, mettons que tu ne travailles pas pour une institution financière ou pour une grande compagnie d'assurance. Tu n'offres pas des produits maison faits à l'interne, mais tu offres des produits qui sont dans le marché, mais tu as fait des contrats ou des affiliations avec différentes d'autres personnes, d'autres firmes qui offrent ces produits-là. Donc, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Donc, es-tu vraiment indépendant? Donc, je suis d'accord avec toi. Il faut explorer les trois niveaux d'indépendance. Le 100% indépendant va être la firme qui n'est pas détenue par une autre institution, qui n'a pas produit à l'interne et qui ne reçoit aucune commission des produits qu'elle offre, qui est payée juste par le client. Et je sais que nous, notre firme, c'est comme ça qu'on est structuré. Il y a quelques au Québec, il y a quelques au Canada, mais tu as complètement raison. C'est pas très commun au Canada, beaucoup plus aux États-Unis. Et les gens ne savent pas tout le temps que ça existe. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est plus difficile à trouver aussi. Mais ça existe, mais c'est très rare. Mais c'est ça, pour moi, c'est un manquement. Puis là, je veux pas, le régulateur, la réglementation est très importante, mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de statut d'indépendant, je trouve que ça crée un peu un manque au Canada. Puis j'ai parlé aussi avec des professionnels, justement, qui étaient anciens gestionnaires de portefeuille. Je pense à plusieurs personnes très, très, avec des CFA, des CPA, des décennies d'expérience dans l'industrie et qui voulaient devenir indépendants. Leur seule option aurait été de fonder leur firme de gestion de portefeuille puis d'avoir un directeur. Comme nous, on a fait, ouais. Puis ça coûte beaucoup plus cher. Nous, on a notre propre directeur de la conformité. Donc, c'est une réglementation qui coûte cher. Donc, si le but, c'est juste d'être tout seul et d'offrir des conseils, ce n'est pas vraiment possible sans investir quand même. Je dis pas que c'est complètement impossible, mais ça demande beaucoup d'investissement, tandis que, selon moi, je dis pas qu'il faut permettre à n'importe qui de devenir indépendant, mais je pense qu'il y aura un moyen de permettre justement une émergence d'une classe d'indépendants avec une réglementation similaire au IRA aux États-Unis. Mais en tout cas, ça, c'est juste un espoir. Non, mais tu as un bon point. C'est pour ça que, je le dis, malheureusement, plus pour la population, c'est pour ça que les gens et les firmes qui se lancent dans ça à cause des coûts élevés et des normes pour les indépendants au Canada, ils ne peuvent malheureusement pas servir tout le monde. Ils sont obligés de mettre des minimums de portefeuille pour que ça justifie le modèle d'affaires, sinon on n'ouvrait pas. Donc, des fois, moi, on me demande pourquoi, je me demande ma famille ou des amis qui disent « Ruben, pourquoi on ne peut pas travailler avec vous? » Ben, c'est ça les raisons, on est obligé de mettre un minimum. C'est quoi ton minimum? Là, tu me fais... OK, c'est pas obligé de dire. Non, c'est correct, c'est très public. Nous, on vise des portefeuilles familiaux, donc ça peut être monsieur, madame et les enfants de 1 million. Mais pour quelqu'un qui peut arriver à 1 million très vite, comme des gens à un certain niveau de revenu, on accepte à partir de 500 000.
Donc, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas pour exclure, c'est juste que, comme qu'on vient de dire, à cause que les standards et les coûts sont beaucoup plus élevés, juste pour la pérennité de la firme, on est obligé d'avoir ce modèle d'affaires-là. C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est une chose importante pour le public qui cherche un conseiller, c'est que plus on va investir d'argent, comme souvent c'est un pourcentage d'actifs sous gestion, moins les frais vont être élevés en termes de pourcentage par définition parce que le geste, c'est pas plus compliqué de gérer 1 million que gérer 100 000 selon moi. Mais on va faire, si on charge un pourcentage, on va faire plus d'argent avec le million. Et ça, c'est important, je pense, de magasiner les frais. Et puis, si vous avez de l'argent, si vous avez 500 000 à investir, vous ne devriez probablement pas investir avec le même conseiller qui a des clients à 10 000 Je ne dis pas que c'est une règle universelle, mais l'idée, c'est que vous ne devriez pas payer 3 de frais de gestion si vous avez 1 million à investir. Selon moi, là, je ne sais pas c'est quoi ta structure de frais, mais c'est probablement pas mal plus bas que ça. Tandis que si vous avez 25 000 à investir, vous pouvez le faire vous-même, investir dans un courtier en ligne ou un robot conseiller. Mais si vous voulez travailler avec un conseiller, il faut s'attendre à payer un pourcentage plus élevé parce que vous investissez un petit montant et la réalité, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. Donc, le conseil, vous le payez. Je pense qu'il y a le débat sur les frais. Ils disent « Ah, c'est voleur, c'est mettre trop cher à 3 ». En fait, non, je pense pas. Il faut juste voir ça comme on paye pour un service. Faites le calcul. Est-ce que le conseil que vous avez reçu vaut le montant que vous avez payé en frais? Si la réponse est oui, vous avez fait un bon investissement parce qu'il y a plein d'erreurs que les gens font quand ils investissent eux-mêmes. Et si la réponse est non, si vous avez l'impression que c'est 100% transactionnel, la personne vous a dit, vous a rien expliqué, vous a dit on va investir là-dedans, a pris votre argent, puis ça s'est fini là, ultimement, là, vous avez payé trop cher, vous n'avez pas eu vraiment de conseil, puis vous avez payé des frais de conseil. C'est un bon point. Puis à la fin, même si je pense que toute notre discussion, Julien, c'est sur le fait que on veut aider les gens à clarifier les types de conseils parce que les gens peuvent avoir beaucoup de confusion par rapport à ça. On s'entend là, juste pour le dire, il y a 100 000 conseillers financiers au Canada, puis il y a 4 000 qui exercent sous le permis de gestionnaire de portefeuille que j'ai dit tantôt. Puis là, ça peut être... Ces 4 000-là ne travaillent pas tous avec des individus. Comme tu as dit tantôt, des fois, ils gèrent des fonds de pension ou des fonds de fondation. Mais juste au Québec, là, la Chambre de sécurité financière, là, il y a 32 000 professionnels. Et les planificateurs financiers, c'est 5 000. Donc, les gens peuvent être perdus là-dedans. Mais la beauté de ça, c'est que les gens ont le choix. Puis tu as raison... Quand on parle de quelqu'un qui a un plus petit portefeuille, je le disais tantôt, dans notre cas et dans le cas de plusieurs gestionnaires de portefeuille qui travaillent avec les individus, on met des minimums. Quand on a des plus petits portefeuilles, on a le choix aussi. On peut aller travailler avec des représentants en épargne collective. Si on a juste un besoin de placement, puis un fonds mutuel pour commencer, c'est très bien. Ou, on peut le dire aussi, on n'est pas obligé d'avoir un conseiller. Je suis d'accord avec toi. Si tu es dans le début de la vingtaine, pas une vie financière complexe, pas de particularité fiscale à prendre en compte. La retraite, c'est encore un peu loin. On a un seul besoin financier, c'est l'investissement. Maintenant, il y a beaucoup d'alternatives. Je pense juste en allant sur le site d'Art-Bacon, on va le réaliser. On peut investir de façon efficace de nous-mêmes, soit avec des plateformes en ligne, soit en achetant un FNB diversifié avec un robot conseiller. Donc, on n'est pas obligé si le besoin, c'est seulement placement. Mais on s'entend, on peut faire des erreurs. Chaque décision financière, ça vient souvent avec une décision émotionnelle. Et puis, il y a des personnes qui sont comme, même si je peux le faire en un clic avec mon téléphone intelligent, j'aime quand même avoir l'accompagnement d'un humain. Si c'est le cas parce qu'on veut se faire aider dans notre budget ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de conseillers qu'on a mentionnés plus tôt. C'est de comprendre c'est quoi les différentes catégories et de choisir le bon type. Donc, mais c'est important de le mentionner encore, puis je pense que tu es très fort là-dessus parce que tu fais, ce que tu partages, Julien, sur les médias sociaux et sur ton site. Ceux qui ont le temps et l'intérêt et qui ont juste un besoin d'investissement, ils peuvent le faire eux-mêmes. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, beaucoup de blogs financiers sur l'investissement. Donc, pas obligé de faire affaire avec quelqu'un. Non, effectivement, on n'est pas obligé. Je pense qu'il y a de la valeur. J'ai même changé d'idée. Tu sais, plus que quand j'ai parti à Arbekin, moi, j'étais un investisseur autonome, puis j'avais cette vision-là en disant, tu sais, il y a plein de conseillers qui apportent pas beaucoup de valeur. Je pense toujours qu'il y a des conseillers qui apportent pas beaucoup de valeur, mais je me suis rendu compte que, en fait, la littératie financière, les gens ont tellement peu de connaissances que même quelqu'un qui est peut-être pas un grand expert sur les finances, tu sais, même le représentant d'épargne collective, il en connaît beaucoup plus que la moyenne des ours au Québec et il y a des erreurs tellement stupides. On n'a même pas besoin juste de pas investir dans le bon compte enregistré. Il y a des gens qui savent même pas c'est quoi un REER, fait qu'ils vont investir l'argent directement dans un compte de courtage courant, là, un compte cash, là. Et ils pourraient aller payer tellement moins d'impôts juste en passant par un CELI ou des gens qui sont dans une situation où c'est vraiment le REER qui serait pour eux. Juste faire ce choix-là, si vous avez
soit vous voulez pas. Souvent, c'est pas des concepts si compliqués que ça. C'est que les gens ont pas envie de s'éduquer. Ben, allez passer par un conseiller, payez les frais, puis faites la bonne décision ou, justement, éduquez-vous. Mais je pense que en fait, il y a beaucoup de gens dans la population qui ne veulent pas s'éduquer. Donc, ils ont besoin d'un conseiller. Ou qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'intérêt. Hein? Moi, je suis un passionné, fait que je comprends pas pourquoi exact. ils veulent T'es pas comme s'éduquer, moi. mais... Moi, j'ai appris à comprendre ça parce que je regarde, des fois, il y a une petite entretien, rénovation à faire dans ta maison, par exemple. Il y en a qui ont l'intérêt ou le temps d'apprendre. Ils vont regarder des vidéos YouTube puis ils vont le faire eux-mêmes. C'est vrai. Moi, j'ai pas cet intérêt-là, donc j'ai plus tendance à payer quelqu'un. Donc, il n'y a rien de mal à ça. C'est de choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on veut déléguer. Mais dès qu'on délègue, ça vient avec un frais. Il faut accepter ça. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des gens qui vont passer à travers tout ton site et ils vont être beaucoup plus avancés. Il y en a qui vont dire, j'ai pas le temps, je vais trouver la bonne personne. Et c'est pour ça qu'on fait le podcast pour aider les gens à trouver la bonne personne. La seule chose que je dirais, par exemple, c'est que quand on regarde tout ce qui a été développé dans la littératie financière, toi, ton site est beaucoup plus complet. Mais quand on regarde les podcasts, les livres, les blogs, il y en a beaucoup qui sont très focus sur l'investissement. Alors qu'on vient de le dire, les finances personnelles, c'est beaucoup plus large. Il n'y a pas beaucoup de podcasts qui va être un podcast sur l'assurance ou un podcast sur les testaments parce qu'on s'entend, le monde va trouver ça bien plate. Quand il y en a, c'est très adressé à des professionnels de l'industrie comme moi, comme public qui écoute ça. Donc, ça ne change pas que même quand quelqu'un est intéressé aux finances personnelles, il va souvent tomber sur quoi apprendre sur l'investissement. Puis les gens ont appris à comprendre, ceux qui sont intéressés, c'est quoi un FNB. Mais il peut quand même avoir des angles morts sur d'autres aspects de leur vie et d'autres, il peut avoir des lacunes. Puis ces lacunes-là peuvent avoir une importance capitale, ils peuvent aussi leur coûter cher. Tu as donné de beaux exemples par rapport au compte enregistré, mais des fois, c'est une décision, là. Quelqu'un qui n'a pas ouvert un REER pour son enfant, un régime d'éducation à la naissance de son enfant, pour quelqu'un qui avait le budget pour y contribuer, puis qu'on y a entendu ça parler. Ben même si tu n'as pas d'argent pour y contribuer, il y a une subvention fédérale. C'est pas des fortunes, mais oui, tout le monde devrait ouvrir un REER. Il y a des gens qui le font pas. Exact, juste à l'ouvrir, puis des fois, on le voit passer et tout, mais on sait pas, on n'a pas la personne qui nous donne la discipline qui dit, écoute, tu viens de me rencontrer, on l'ouvre, puis à 13 ans, 14 ans, on le fait enfin, mais oui, le nombre de subventions qu'on a manqué, cette petite décision-là peut payer le frais du conseiller. Après, il faut que le frais soit raisonnable et tout, ça, c'est un autre sujet. Mais définitivement, je pense en tout cas, je pense que les gens ont compris quand consulter, quand pas consulter. Il faut se connaître, il faut connaître son besoin. Et puis, Julien, on a fait un bon survol sur les principaux titres professionnels en finances personnelles, leurs particularités, leurs expertises, leur champ d'activité. C'est important de dire qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a des courtiers en assurance de dommages pour auto-habitation. Il y a des courtiers hypothécaires pour financer votre maison. Il y a le courtier de marché dispensé. Le but, c'est pas de faire un podcast de 3 heures là-dessus. On voulait survoler ce qu'on appelle typiquement conseiller financier sur le marché. Donc, on va s'arrêter là, mais avant qu'on s'arrête, je pense que, Julien, les gens peuvent quand même se dire, je comprends un peu plus les différents types et catégories de conseillers financiers. Je vais commencer à magasiner. Quelles questions que tu penses, si tu me fais juste une petite liste, les principales questions que tu penses que les gens devraient poser aux conseillers quand ils magasinent des conseillers avant de faire affaire, avant de choisir lequel avec qui faire affaire? La première, puis c'est ça qu'on a couvert pendant le podcast, c'est quoi vos titres d'inscription, savoir est-ce qu'il est planificateur financier, représentant d'épargne collective, etc. Ça serait la première. Deuxième, moi, je dirais, avec quel type de client travaillez-vous? Il y a des gens, par exemple, qui cherchent principalement, qui veulent des gens passifs ou il y a des gens qui préfèrent travailler avec les gens plus vieux. Fait que c'est des deux côtés. Il faut que, c'est une relation avec un conseiller. L'autre chose, ce serait les frais. Donc, c'est quoi la structure de frais? Est-ce que c'est un pourcentage des actifs? Est-ce qu'il y a des commissions dépendamment du type de conseiller? L'autre question qui est intéressante, qui ne s'applique pas forcément aux représentants en sécurité financière, c'est une fois qu'il y a de l'assurance, mais pour l'investissement, ça serait, c'est quoi les actifs sous gestion? Soit vos actifs sous gestion en tant que conseiller ou ceux de votre firme, dépendamment du contexte. Et ça, ça te donne une idée de où est-ce que la personne est dans sa carrière. Très bonne question, Julien. J'en prends bien note parce qu'on planifie faire un prochain épisode qui va ajouter sur ces questions-là que tu viens de mentionner, les répondre et les adresser. Encore une fois, pour fournir des outils aux auditeurs et aux auditrices pour les aider à choisir le bon conseiller ou la bonne conseillère pour eux. Merci beaucoup, 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 Julien, d'avoir clarifié tout l'alphabet, là, on va l'appeler comme ça, tout l'alphabet des permis et des titres financiers. Ça fait plaisir. Puis merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Donc, à tous les auditeurs, auditrices, je vous invite à aller écouter les 2 épisodes précédents où on a adressé la valeur du conseil financier et de rester à l'affût pour les prochains épisodes. Merci. Vous venez d'écouter L'Investisseur transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.